Move, anciennement Moveo. Merci de bien vouloir vous joindre à moi. Ah, ben Rémi est là, parfait. Super. T'as l'air bien installé sur ton canapé, j'ai l'impression, non? Absolument. Bon, très bien. Pour commencer, quelques chiffres sur cette mobilité électrique, puisqu'en fait, l'AVER France, qui est donc l'association nationale, a fait un petit point justement, et ils disent qu'il y a eu plus de 187 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés de janvier à août, soit 13% de part de marché. Bon, clairement, ce qu'on voit, c'est que les chiffres se développent. En même temps, avec l'obligation de fin des moteurs thermiques, on peut imaginer que ça va se développer un petit peu quand même. Au sein du panel, quelques réactions. Je vais commencer par vous, parce que vous êtes le plus près. Vous avez un micro qui est devant vous, Philippe Farge, de Renault. Oui, ma première réaction, c'est que le titre de cette table ronde, le 2021, un tournant. En fait, le tournant a commencé avant, c'est ça? C'est que c'est, pour ce qui concerne l'année 2021 de Renault, c'est un terme à la fois pertinent et inexact. Pertinent parce que l'année 2021 est en effet pour Renault une année où l'entreprise a lancé tout un tas de défis, j'en citerai que deux. C'est au mois de janvier l'annonce d'un plan stratégique appelé Renaulution, qui fait de l'électrification le centre de sa stratégie, et de la France le cœur de la mise en œuvre de cette stratégie. On le détaillera tout à l'heure d'ailleurs. Et le deuxième défi, plus près de nous, c'est une déclinaison de ce plan stratégique, c'est en juin la création de Renault Electric City, c'est-à-dire la réunion des 3 sites de Renault dans les Hauts-de-France. Alors ça, c'est le côté pertinent. Et le côté inexact, c'est quoi? Voilà. Et le côté inexact, c'est que cette stratégie s'appuie sur le fait que Renault est en fait dans l'électrique depuis maintenant plus de 10 ans. Il aurait fallu faire 2011-2021, c'est ça, si je me souviens. Et même plus que ça a commencé un petit peu avant 2011. Mais 2011, c'est l'arrivée des premiers véhicules. C'est l'arrivée des premières voitures, voilà. Et il y a quelques chiffres qui montrent l'expérience et le savoir-faire acquis. On a investi, Renault a investi depuis 2009-2010 plus de 5 milliards d'euros dans l'électrique. Et les véhicules, les 400 000 véhicules électriques, 100% électriques mis sur la route par Renault, ont parcouru plus de 10 milliards de kilomètres. Et ça représente une somme d'expérience, de savoir-faire, de technologie. Bon, Luc Chausson pour Volkswagen, est-ce que le titre de cette table ronde est pertinent, d'après vous? Bonjour à toutes et à tous. Vous avez posé une question sur le marché, donc moi je vais répondre sur le marché d'abord. En même temps, c'est une deuxième question qui est complémentaire. Tout à fait. Écoutez, le marché, il progresse plutôt bien. Effectivement, on est à 13% sur l'ensemble de l'année. Le mois d'août a été bon, on est plutôt aux alentours de 16%. Ça correspond à peu près à notre feuille de route. Moi, ce qui m'intéresse sur le marché, c'est de voir comment la structure du marché évolue. Les PHEV, donc les hybrides rechargeables, sont multipliés par 3 par rapport à l'année dernière. Les véhicules 100% électriques et batteries, c'est plus 50%, donc ça bouge bien. Et puis en même temps, on voit que dans la structure du marché, les PHEV, pour l'instant, sont majoritairement achetés par des entreprises, donc c'est plutôt des véhicules de collaborateurs, des véhicules de position. Les véhicules électriques, c'est plus de 46% détenus par des clients particuliers. Et le dernier élément qui est comme assez intéressant, c'est que même, entre parenthèses, même les loueurs courte durée se mettent à acheter des véhicules électriques, ce qui veut dire que la tendance de fond, elle est donnée. Merci. Rémi, j'aurais pu t'interroger parce que le début du véhicule électrique chez Renault, évidemment, tu l'as suivi. Toi qui vas partir à la retraite, heureux homme. Blague à part, au sein du pôle de compétitivité, comment s'est perçue justement cette accélération de la mobilité électrique? Alors, ça va dépendre des différents membres. Nos pôles, donc on a les grands groupes qui, eux, je pense, ont déjà intégré ces stratégies. On a aussi beaucoup de PME. Donc, sur 600 membres, on a, je pense, plus de 450. Donc, les PME, elles, sont plus inquiètes par tous ces virages sur lesquels il faut qu'ils se préparent. Et donc, le rôle d'un pôle comme Nextmove, mais c'est vrai aussi pour les autres pôles automobiles, est d'accompagner nos membres dans cette transition, notamment sur la dimension des compétences, puisque on aura des mutations sur lesquelles on va revenir, je pense, dans la table ronde. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Stéphane Derville, vous êtes un membre actif dans la prévente, groupe Mobivia que tout le monde connaît le Mobivia ici, j'imagine, quand même, dans les Hauts-de-France.
Vous vouliez, vous, nous dire, en fait, quelle est votre perception de l'évolution du parc et quelles sont les conditions, d'après vous, pour réussir justement ce pari de l'électrification de masse? Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir conviés à vos travaux parce que je crois que c'est très important quand on adresse le sujet de l'électromobilité d'associer l'amont et l'aval de la filière. Donc, je suis ravi d'être avec vous. À la question, effectivement, nous, on a un décalage. Mobivia, depuis 50 ans, fort de ses marques référentes que sont Noroto, ATU, Midas, Auto 5, et puis toutes les entreprises et les startups qui font l'écosystème Mobivia, c'est toujours finalement accroché à suivre l'automobiliste, le client finalement, dans son évolution d'automobiliste et des mobilités. Et c'est ce qui a fait que ce groupe nordiste est devenu leader, un des leaders européens de l'aftermarket. Alors quand on parle de l'aftermarket, grosso modo, on travaille surtout à partir du parc roulant existant, qui est encore à très très grande majorité un parc thermique, avec finalement des métiers qu'on a appris depuis de longues années. Mais ne pas réaliser finalement le tournant brutal auquel nous allons faire face serait une erreur stratégique et certainement fatale pour nous. Je rappelle qu'on a beaucoup parlé ce matin des éléments techniques ou technologiques qui font qu'effectivement on a un passage de masse. Et donc je vais m'attacher finalement à ce qui se passe, et ce que l'on voit et commence à voir maintenant avec le client final. Il y a 4 drivers peut-être que je citerai. C'est que d'abord, il va commencer à prendre peur, un peu comme pour le diesel, de la valeur résiduelle de son véhicule, avec l'interdiction de vente du véhicule électrique, du véhicule thermique. Il va se tourner vers l'électrique et ça veut dire aussi certainement une baisse de la valeur résiduelle, et donc tous les métiers qui sont associés à l'occasion, au financement, etc., va prendre un choc. La deuxième chose, c'est que il va être confronté aux zones de faible émission, à toutes ces nouvelles contraintes dans la ville, et donc il va changer beaucoup plus son type de modèle, son type de véhicule pour se déplacer en urbain. La troisième chose, c'est qu'il s'accroche de plus en plus à une rationale de sustainability ou d'environnement, et donc il va demander de plus en plus des preuves de la réparabilité de son véhicule et puis de toute la partie recyclage, etc., dont on a parlé. Et puis le quatrième élément peut-être, et j'en finirai là, c'est de dire, en fait, il y a quelque chose qui change maintenant et qui va nous faire arriver sur ce marché de masse, c'est que finalement, on touche au portefeuille du client et le TCO de l'électrique passe en dessous de celui du thermique. Parce que le prix des véhicules a baissé, les batteries ont baissé de 10 en 10 ans, il y a les primes à l'équipement, le prix du carburant électrique est significativement 5 fois moins cher que le diesel et l'essence, et puis surtout, le post-entretien réparation d'un véhicule électrique est beaucoup moindre qu'avec le thermique, et ça, bien sûr, c'est une préoccupation pour l'aftermarket. Alexandre Borgols, l'homme des bornes sur ce panel, par rapport au parc actuel en circulation, par rapport aux ventes de véhicules, est-ce qu'on a suffisamment de bornes? Je crois que le ratio, c'est une borne pour 10 véhicules à peu près. Du coup, bonjour à tous. Merci aussi aux organisateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc DBT, c'est une PME. On est un groupe industriel basé à 40 km d'ici. La Douaisienne de basse tension. On emploie 80 personnes et on fabrique 100% de nos productions depuis Douai, 40 km d'ici. Et justement, je trouve que l'intérêt avant de répondre à ta question, mais l'intérêt de cette table ronde, c'est aussi d'avoir différentes tailles d'entreprise avec des enjeux qui sont à plus ou moins court terme. Nous, DBT, on a commencé à faire des bornes de recharge il y a déjà 30 ans, donc il y avait déjà des premiers véhicules qui tournaient, qui roulaient pas encore plus de 100 km, mais ça existait déjà. Et en tant qu'industriel, en tant que PME, on a donc un horizon court-moyen terme avec justement ce côté pionnier. Pionnier pour une PME, ça veut dire on a fait avant tout le monde, on a fait dans un environnement technologique qui évoluait.
Donc on a eu des bornes qui fonctionnaient moins. Et aujourd'hui, on a la chance DBT d'avoir nos bornes qui font partie du paysage installé. On a la chance d'avoir une techno qui a été prouvée. On a plusieurs dizaines de milliers de bornes qui existent. Et on fait tout ce qu'on peut pour, en répondre à ta question, essayer d'accélérer le nombre de bornes installées, parce que donc j'ai pas besoin de m'expliquer plus longtemps, parce que Patrick Pelletat l'a fait très bien. Le véhicule électrique, ça arrive, ça a une raison techno pour arriver. Mais par contre, tout le monde manque de bornes. Donc les bornes, elles sont pas assez nombreuses, et aussi pas assez fonctionnelles, pas assez fiables, parce qu'on pensait que c'était du matériel électrique qui allait être installé et fonctionner pour toujours. Alors on n'a pas forcément prévu la maintenance, on n'a pas forcément prévu l'installation, et maintenant tous les programmes qui sont installés prennent en compte ces contraintes qu'on n'avait pas forcément identifiées il y a encore quelques années. Merci. Est-ce que Francisco Carranza de ACC est là parmi nous? Il était censé participer à cette table ronde. Quelqu'un des nouvelles? Non, on peut l'appeler? On peut appeler un ami? Bon, enfin, pendant ce temps, en tout cas, on va continuer. Avec vous, Philippe Farge, je vous ai commencé à parler de l'histoire de Renault dans l'électrique. Parlons plus précisément d'Electricity, justement, cet écosystème qui se met en place ici dans les Hauts-de-France. Electricity, c'est une ambition très forte, c'est un véritable défi, puisque l'ambition, c'est de produire à l'horizon 2025, de façon compétitive, 400 000 voitures électriques dans les Hauts-de-France, donc, et de démocratiser le véhicule électrique en proposant une voiture à un prix de vente tournant autour de 20 000 € sans les aides. Donc c'est ça le défi. Et pour cela, donc il y a des conditions de réussite. La première, c'est l'excellence industrielle, la compétitivité de nos sites. Donc on y travaille d'arrache-pied. Je citerai juste un ou deux exemples. On s'est lancé dans des opérations de compactage de nos sites, et en particulier du site de Douai, qui est plus que cinquantenaire. Le site de Douai va réduire sa surface de 40%. Ce sera la même chose aussi sur un site comme STA, à Ruy. Donc, des opérations de compactage. On a aussi investi massivement dans l'outil industriel pour le moderniser. C'est le deuxième exemple. C'est-à-dire que jusqu'à une période très récente, jusqu'à l'année dernière, notre département de montage était installé sur 2 niveaux, ce qui est aujourd'hui une hérésie, et on a massivement investi pour installer les lignes de montage donc sur un seul niveau, et pour pouvoir accueillir nos véhicules électriques. Donc ça, c'est une première condition majeure. Et une deuxième condition de succès majeur, c'est le développement à proximité immédiate de notre site, de Renault Electricity, d'un écosystème, à commencer par l'arrivée, l'implantation de tous les fournisseurs qui tournent autour des composants clés du véhicule électrique. Et bien sûr, vous voyez où je veux venir, c'est l'implantation, on commence par là, c'est l'implantation d'une gigafactory de batteries avec l'entreprise Envision AESC qui a bien voulu s'installer à proximité immédiate du site, c'est-à-dire que les futures lignes de fabrication d'Envision AESC seront à environ 50 à 100 mètres des lignes de montage du véhicule. Donc ça, c'est un premier pas majeur qui a été signé, annoncé le 28 juin dernier. Mais on essaie de développer tout un écosystème de fournisseurs. On est en train de travailler aussi à l'arrivée dans la région d'un fournisseur, d'un fabricant de bacs pour batterie de véhicules électriques. Et au-delà du réseau des fournisseurs qui assurent la fabrication des composants clés du véhicule électrique, on entre vraiment dans une logique de développement de l'écosystème, c'est-à-dire de développement de nos partenariats avec tout le monde de l'enseignement, de l'université, avec les startups, avec toute l'économie locale et bien évidemment avec toutes les parties prenantes du territoire. J'ai mon voisin qui est à Douai, 40 km. Et dont mon bureau donne sur l'usine Renault, donc on est plus que voisins. Et pour commencer sur une petite touche légère, on n'a pas attendu justement ce super projet de réindustrialisation locale pour recharger vos Renault, parce qu'on a plus d'une vingtaine de bornes sur le parking. Et après, plus sérieusement,
toute proportion gardée, c'est un projet qui correspond aussi complètement avec nos valeurs, où aujourd'hui, le warning que je fais déjà, c'est qu'il n'y a déjà pas une borne domestique qui est fabriquée en France. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve dans quelques années à avoir 0 borne tout court fabriquée en France. C'est super important de travailler sur l'écosystème local. Vous parliez donc d'écosystème. Donc les bornes ne sont pas dans la voiture, mais ça fait partie, au même titre que l'éducation, que l'installation de l'écosystème des bornes. C'est important de pouvoir travailler justement sur cette notion de partenariat local, d'emploi local, parce que sinon on va se retrouver dans 10 ans, dans 5 ans, avec la même situation qu'on a aujourd'hui sur le semi-conducteur ou les panneaux photovoltaïques, où on découvre que ça embête tout le monde. Mais il faut travailler sur la filière dès maintenant. Bien, j'ai quelques nouvelles de Francisco Carranza d'ACC. En fait, il croyait que la table ronde était demain, donc on va essayer de le connecter en visio. Vous voyez, quand on fait de l'animation, il faut savoir tout faire. Luc Chausson, blague à part, on va parler maintenant de Together 2025. 2025, si on le fait en anglais vraiment. Yes, indeed. On sait que Volkswagen a fait un tournant massif vers l'électrique. Donc, ce plan, concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer, mais quand même quelques chiffres. Donc, dans les 5 années qui viennent, le groupe va investir 73 milliards d'euros au niveau mondial. Et sur les 73 milliards d'euros, retenez que 2 tiers sont là pour développer les véhicules et les moyens de locomotion, c'est-à-dire principalement les batteries, et 1 tiers sur la partie software. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, on aura 70 véhicules 100% électriques. Il y en a déjà une vingtaine qui sont en circulation, donc on va accélérer. Et on a déjà annoncé qu'à partir de 2030, pour respecter les normes européennes, on va passer donc à 60% de véhicules 100% électrifiés. Donc il y a une accélération qui est quand même très très forte. Et ça veut dire qu'entre maintenant et 2030, le groupe va fabriquer 26 millions de véhicules électriques. Donc ça corrobore un peu toutes les discussions qu'on a entendues depuis ce matin. C'est ce coefficient d'accélération qu'il faut mettre en place. Après, ces stratégies, en fait, elles tiennent sur 4 points qui sont assez différents les uns les autres, mais très complémentaires. La première, c'est les véhicules, donc les plateformes. Aujourd'hui, on a encore, et je ne parlerai plus des véhicules thermiques, bien sûr, on a encore 3 plateformes pour les véhicules électriques dans le groupe. On va passer à une plateforme. Donc, vous imaginez qu'une plateforme, en termes de complexité, c'est à la fois pour fabriquer des petits véhicules électriques à 20 000 euros, jusqu'à des véhicules ultra sportifs comme des Lamborghini ou voire même des Bugatti. Donc, c'est assez complexe, mais en tout cas, c'est l'ambition du groupe. Je suis curieux de connaître l'autonomie d'une Bugatti électrique une fois qu'on a le pied dedans. Hein. Mais bon, ça, après, c'est un... Ouais, mais je ne sais pas si on peut conduire Bugatti sans avoir le pied dedans. Donc, ça, c'est une bonne question. Le deuxième pilier de la stratégie, c'est la partie software. Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus être totalement dépendant des GAFAM. Donc, les constructeurs automobiles que nous sommes doivent travailler sur l'intégration complète de la partie électrique, électronique, et donc sur toute la partie développement informatique. Donc, on a créé une filiale qui s'appelle Cariad et qui n'est destinée qu'à ça. C'est-à-dire intégrer totalement la partie software dans l'automobile. Et ça, c'est quand même très, très nouveau. Et le groupe a annoncé avoir déjà recruté plus de 1000 ingénieurs IT, ce qu'on ne faisait pas auparavant. La troisième pilier, et on y reviendra, je pense, un peu tout à l'heure, c'est la partie recharge. Donc, les batteries des véhicules, mais également tout ce qui est charging au niveau local. Et puis, enfin, le quatrième pilier, ce sont les services de mobilité. Alors, je ne veux pas dire qu'on va être un fournisseur de mobilité parce que tout le monde le dit, mais en tout cas, c'est une orientation majeure qui est donnée. Mais juste peut-être un exemple. Quand on parle de nouveaux services de mobilité, on a annoncé il y a maintenant quelques jours qu'on est capable de vendre des services on-air, c'est-à-dire que sur un véhicule électrique, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans le cœur électronique de la voiture. Et vous pouvez décider d'activer une fonctionnalité et de la payer. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent différemment. Je vais juste prendre un exemple très concret. Si vous n'avez pas besoin d'un GPS toute l'année parce que vous savez toujours où vous allez et vous ne faites pas beaucoup de trajets différents, mais pour partir en vacances, vous avez besoin d'un GPS, vous pourriez activer ce GPS uniquement pour le mois où vous allez partir en vacances. Donc, tout ça, c'est totalement nouveau et ça revient à individualiser la relation avec le client. Donc, voilà les 4 grands piliers de notre stratégie. On reparlera un peu plus tard du changement de modèle économique. Stéphane Derville, en fait, la question que vous posez, c'est bon, on voit bien qu'il y aura de plus en plus de véhicules, une offre même qui est déjà assez conséquente, qui sera surabondante demain, jusqu'à la Bugatti donc. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ces véhicules sont vraiment adaptés par rapport aux besoins finalement ? Effectivement, c'est une question qu'on va se poser puisque nous, chez Mobilia, comme vous le savez certainement, on est très axé sur notre métier historique d'entretien du véhicule, mais on est aussi beaucoup sur les mobilités, sur le 2 roues, et donc sur d'autres formes de mobilité. Et vous avez été précurseur à une époque, d'ailleurs, je me souviens, il y a quand même plus de 10 ans, quand vous avez lancé Altermove, le vélo électrique, tout ça.
Vous êtes partis dans les autres. Absolument. Et donc, partir je pense que toujours embêtant, tout ce que l'on a vu ce matin est une bonne nouvelle finalement pour la planète, puisqu'on part sur des véhicules électriques. Je crois que les 300 modèles annoncés prochainement par l'ensemble des constructeurs vont dans ce sens-là. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que peut-être que, et je crois que ça a été évoqué ce matin, continuer à rester sur un schéma de véhicule de 2 tonnes avec 500 ou 600 kilos de batterie dans ce véhicule n'est peut-être pas une réponse à tout et à toutes les mobilités. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on voit sur le véhicule électrique, bien d'abord, c'est que il y a des plateformes simplifiées en termes de motorisation, il y a des véhicules plus simples à concevoir s'ils sont plus petits. Certains de ces véhicules ont juste 500 pièces, sont à des coûts bien inférieurs. Il y a des nouveaux entrants, on a parlé des Asiatiques, mais d'autres. Et donc, ça va nous inviter à réfléchir vraiment à quel est le véhicule et quel est le format du véhicule bien plus adapté, d'abord à nos milieux urbains, à un meilleur partage de la voirie, à peut-être aussi la mobilité des plus jeunes, beaucoup ne passent plus le permis, à prendre en compte la mobilité des seniors. Et donc, je pense que la réflexion qu'on doit avoir sur le véhicule, c'est pas juste une transition de nos véhicules historiques motorisés thermiques en électrique, mais c'est aussi un éventail bien plus important de véhicules pour quelque chose de multiple. Et parce que vous parliez tout à l'heure de justement ces initiatives territoriales ici sur l'innovation, etc., j'en profite pour dire, parce que de ce foisonnement d'innovation, non seulement sur les véhicules, mais sur les usages, etc., eh bien, redisons que nous lançons, nous ouvrons au milieu de l'année 2022, ici tout près, à Villeneuve-d'Ascq, le Move Factory, qui est 17 000 mètres carrés de locaux dans lequel l'écosystème Mobivia y sera, mais c'est bien plus que ça. Ce sont toutes les entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, veulent participer à cette transition, à cette innovation, à ce foisonnement d'innovation, qui peuvent venir s'implanter là pour en faire vraiment le Move Factory, c'est-à-dire vraiment l'endroit où s'inventent les mobilités de demain, et en partenariat avec les autres initiatives sur le territoire. Merci. Avant de voir l'impact sur le client, les changements de modèle économique, on va s'intéresser un petit peu aux conséquences sur la filière pour les sous-traitants. Mon cher Rémi, toi qui es toujours en ligne sur ton canapé, c'est pas de faire injure de dire que tu as vécu la fin du carburateur et le début de l'injection. Et à l'époque, quand c'est arrivé, il y avait aussi des préoccupations par rapport à l'impact sur l'emploi. Oui, effectivement, ce qu'on a vécu à ce moment-là était beaucoup plus petit que la mutation qu'on voit maintenant. Mais donc ça concernait que l'alimentation du moteur en définitive, et le passage du carburateur qui était composé de gicleurs, de cam, donc purement mécanique, à une injection électronique à l'époque a fait aussi une mutation à une échelle plus petite que celle qu'on voit maintenant, mais qui est importante. Et à cette époque-là, un certain nombre d'acteurs ont préparé cette mutation et l'ont très bien faite, alors que d'autres ont fait un peu de combat d'arrière-garde. Donc, ce qu'on va vivre ici, je pense, il faut, je crois que Patrick Pellata a dû le dire aussi dans les questions-réponses, on est sur une tendance lourde, et donc il faut s'y préparer. Et si on prend l'ensemble des grands éléments d'une voiture électrique, la batterie est la plus connue et la plus grosse, la plus chère. Ensuite, il y a le moteur électrique, proprement dit, le ou les moteurs électriques. Et puis, il y a un élément qui est sans doute un petit peu moins visible par le grand public, qu'on appelle l'électronique de puissance, en fait, qui a la mission de transformer du courant continu d'une batterie en courant alternatif pour commander le moteur, de transformer du courant alternatif dans une borne pour pouvoir alimenter la batterie. Donc, ce sont des onduleurs, des chargeurs. Eh bien, dans ces équipements-là, il y a beaucoup de valeurs et également beaucoup de pièces. Ces pièces sont des connecteurs, des cartes électroniques, des connecteurs, des condensateurs, des transistors.
Donc c'est un autre métier, mais il y a donc toute une filière à reconstituer. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment intégrer dès maintenant. Oui, il y a des opportunités effectivement qui sont à prendre avec ce marché de la voiture électrique. Il y a un gars qui s'appelle Marc Mortureux qui a parlé d'électronique de puissance ce matin. Tu penses qu'il avait raison? Il a bien fait. Oui, alors il m'a d'ailleurs chargé il n'y a pas longtemps de diriger le programme national de la PFA sur le sujet. Nous avons l'ambition avec les deux filières, donc automobile et électronique, de prendre le quart du marché européen sur ces équipements, qui va passer d'1,6 milliard en 2019 à plus de 10 milliards d'ici 2030. Et il se trouve qu'on a un certain nombre d'atouts, de champions en France. Donc, je vais pas revenir sur nos deux constructeurs préférés. On a les équipementiers de référence que peuvent être Valeo ou Vitesco, qui est une filiale de Continental en France. Et puis, on a sur les semi-conducteurs, on a ST Microelectronics, dont je rappelle que c'est le fournisseur exclusif de Tesla sur les composants qui rentrent dans leurs onduleurs pour leurs voitures, avec une technologie qui s'appelle le carbure de silicium. Donc, on a en France un certain nombre d'atouts et donc ce qu'on a constitué avec les deux filières, c'est donc tout un plan d'ensemble pour atteindre cette ambition et donc localiser en France à la fois la partie innovation qui est maintenant et l'industrie, de façon à ce que nous ayons cette souveraineté pour la décennie qui vient. Merci. Jérôme Baudel, vous représentez donc une société d'ingénierie, le CRIT N2A. Je vous remercie d'avoir coché la bonne case du 22 septembre pour cette conférence, comme vous tous d'ailleurs. Merci à vous. Blague à part, vous étiez dans le moteur thermique avant. Vous avez senti quand même le virage arriver et vous avez anticipé sur vos activités. Oui, ça c'était avant. Oui. Donc on l'a bien senti, effectivement. Vous parliez de l'année 2021. Pour nous, c'est un virage. 2021, c'est pour planter le décor et comment une PME peut vivre ce genre de transition. C'est une année où on a 50% de notre chiffre d'affaires qui disparaît. Parce qu'on développait des moteurs thermiques, parce qu'on était sur la suralimentation turbo et qu'il faut se reconstruire très vite. Alors si je m'arrête là, ça peut paraître catastrophique. Heureusement, dans notre ADN de centre d'essai et de recherche, on a aussi comme mission d'anticiper et d'essayer d'écouter les grands donneurs d'ordre que l'on entend ici, mais que l'on a écouté aussi avant. Et on a quand même vu arriver l'électrique, on ne savait pas à quelle vitesse ça allait se développer. Quand on a dû prendre une décision il y a 7 ans maintenant, c'était avec d'ailleurs principalement Renault en client, de développer un centre d'essai sur les cellules, modules, batteries et de tests. On a pris cette décision-là en sachant pas très bien où ça allait. On a réussi à le développer rapidement et heureusement qu'on a ça aujourd'hui. Déjà, c'est une porte de sortie, et une diversification importante sur d'autres de nos activités. Et on est en situation, et là je remercie la PFA et l'ARIA de m'avoir aidé, puisqu'ils nous mettent à disposition l'importance des pôles aussi en région, des consultants qui nous aident à très vite reconstruire une feuille de route, à rebondir, et en l'espace de 1 an et demi, il va falloir reconstruire un nouveau CRIT. Donc un nouveau CRIT M2A avec toutes les compétences pour répondre aujourd'hui aux besoins des constructeurs. Donc ça va aujourd'hui jusqu'au pack batterie, au convertisseur de puissance, à l'homologation, certification des batteries. Donc en l'espace d'1 an, on arrive à développer ces moyens, ces compétences et aussi de très gros investissements. Donc pour les PME qui ont pu anticiper, c'est bien. J'aurais aussi une pensée pour les PME, PMI qui doivent vivre cette transition et qui n'ont pas forcément eu ni les moyens ni la possibilité d'anticiper et qui vont compter beaucoup sur les constructeurs et les grands donneurs d'ordre pour les aider à assurer cette transition avec le moins de casse possible. Et dans votre expertise, il y a aussi l'hydrogène d'ailleurs. Alors l'hydrogène, oui, ça va intéresser beaucoup Patrick Pellatin, je pense. Alors l'hydrogène, c'est un peu particulier. On peut traiter l'ensemble du véhicule à hydrogène aujourd'hui en essai, sauf la pile à combustible. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent. On ne veut pas tester la pile à combustible. Par contre, on peut tester la suralimentation de la pile à combustible, la batterie, le convertisseur de puissance, le moteur électrique et toute la chaîne de traction ensemble. Mais on n'ira pas sur la pile à combustible elle-même, sur le stack.
Luc Chausson, on va revenir sur le modèle économique qui est en train de changer. Vous avez parlé des mises à jour à distance, et c'est vrai que Volkswagen a annoncé qu'ils allaient en faire maintenant toutes les 12 semaines. Au-delà de ces mises à jour à distance et des services en plus, c'est même le rapport par rapport à l'automobile, parce qu'en fait, on va louer de plus en plus plutôt qu'acheter, par exemple. Oui, alors tout à fait, ça prend 3 dimensions. La première, c'est de répondre en fait aux usages. Bon, on a de moins en moins de propriétés, on a de plus en plus d'usages, donc de location. Et ça, c'est déjà le cas depuis maintenant quelques années. Et ce qu'on est en train d'introduire, c'est ce que les Américains font depuis quelques années, qui s'appelle la subscription, donc c'est l'abonnement. Donc aujourd'hui, vous avez la courte durée, vous avez la moyenne durée, la longue durée, pour les clients particuliers ou entreprises. Et là, on est en train de commencer à tester le phénomène d'abonnement. C'est un abonnement relativement libre où en fait, vous pouvez louer un véhicule ou un autre véhicule pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si par exemple vous avez un stage à faire le bout de la France ou si vous avez un CDD, donc c'est de l'agilité par rapport au mode de financement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne les mobilités. Vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, demain on ne fera plus que vendre ou louer des voitures. On a déjà une de nos marques dans le groupe qui est en train de tester une offre avec une voiture, un scooter et une trottinette, ces trois-là électriques. Et le client peut décider de prendre les trois, peut décider d'en prendre deux ou décider d'en prendre qu'une seule. C'est Seat en fait qui joue un peu le rôle de laboratoire pour vous. Oui, Seat qui est la marque la plus jeune du groupe dans tous les sens du terme. Et donc Seat a lancé maintenant il y a quelques semaines cette possibilité puisque Seat commercialise des scooters électriques et des trottinettes électriques depuis maintenant 2 ans. Donc on est en train de tester l'intérêt des clients pour louer donc différents véhicules, appelons-les comme ça. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est sur la véhicule électrique et la recharge. Donc aujourd'hui, un client qui va sur nos sites internet, mais d'autres constructeurs le font, on n'est pas les seuls, peut bien sûr commencer à approcher la commande de son véhicule, mais en même temps, il peut commander la borne de recharge et le véhicule et la borne de recharge lui seront livrés et installés en France par des installateurs agréés. Donc vous voyez qu'on s'éloigne quand même de plus en plus de la voiture comme produit unique vers des solutions de mobilité diverses et variées. Philippe Farge, Renault avait déjà anticipé par rapport à ces différents métiers autour de l'électromobilité. Et dans le cadre du pneu Renault Lution, il y a même eu une marque en plus, Mobilize, qui a été créée et qui adresse justement toutes ces nouvelles mobilités et la charge également. Oui, dans le cadre de ce plan que vous citez, l'électrification s'accompagne de 2 mouvements majeurs. Le premier, c'est la création de cette marque Mobilize que vous avez citée, qui a pour mission de réaliser 20% du chiffre d'affaires du groupe à l'horizon 2030. Et les nouveaux métiers de Mobilize, ce sont les services de mobilité, les services liés à l'énergie et les services liés aux données connectées. Donc ça, c'est cette nouvelle marque Mobilize. Mais il y a un deuxième mouvement très fort que je voudrais citer, c'est tout ce qui est lié à l'économie circulaire. On a une usine de Flins, qui est une usine de carrosserie montage, la Refactory, qui est en train de se transformer pour devenir complètement dédié à l'économie circulaire. On parlait tout à l'heure, je prendrai juste un exemple, on parlait tout à l'heure des batteries. Eh bien, l'usine de Flins va récupérer les batteries après leur première vie au sein des véhicules pour les préparer à une seconde vie comme lieu de stockage stationnaire ou mobile. Et elle va aussi récupérer les batteries à la fin de leur seconde vie pour s'occuper du recyclage des batteries, en partenariat notamment avec Solvay qu'on a cité tout à l'heure. Donc 2 mouvements forts, le développement de tous les services, la mobilité, etc. Ça, c'est Mobilize. Et deuxième mouvement, l'économie circulaire, avec notamment la Refactory de Flins. Merci. Stéphane Derville, il y a un point qui vous intéresse, c'est la réparabilité. C'est qui va pouvoir réparer et comment ces véhicules électriques? Oui, alors, déjà, en parlant, comme vous l'avez évoqué, de ce véhicule qui part sur l'électromobilité, mais il y a aussi qui part sur le véhicule serviciel. On a finalement, pour le faire fonctionner, je dirais, on a 2 carburants. Alors, on a celui qu'on a évoqué depuis ce matin, c'est l'électricité, mais il y a un deuxième carburant qui est essentiel pour un véhicule serviciel, c'est la data. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire fonctionner un véhicule électrique si on met pas, on relie pas le stationnaire avec le mobile, si on ne donne pas une application
au client pour lui expliquer ce qui reste en charge, si on ne donne pas à l'énergéticien les moyens de piloter ces centrales, etc. Donc, on en a peu parlé aujourd'hui, mais le sujet de la data est indissociable de l'électromobilité. Et sur ce point, j'attire l'attention du fait que, bien, on ne peut pas travailler dans une cacophonie. Il faut absolument une interopérabilité des acteurs. Il faut des normes et des standards. Il faut aussi se dire que finalement le véhicule ne passera pas que par des clouds distants, mais devra échanger avec son environnement immédiat. Et donc pour cela, il faut imaginer en même temps que les motorisations des plateformes logicielles embarquées qui bien sûr assurent l'intégrité du véhicule, mais qui donnent également à l'intérieur du véhicule de l'espace d'intelligence, d'algorithmes, etc. et surtout de l'espace d'application pour le conducteur, pour l'utilisateur. Alors bien sûr, aujourd'hui on vit un paradoxe. Certains constructeurs vont vers une restriction de la data, alors qu'en même temps, finalement, ils s'associent à Google sur d'autres aspects, donc ça peut paraître assez paradoxal. Mais nous pensons sur l'aftermarket, en tous les cas, et pour la filière en général et pour sa souveraineté, qu'il faut absolument travailler les grands principes d'équilibre sur cette voiture connectée, cette voiture électrique et connectée. Et pour cela, il y a depuis 2 ans déjà un certain nombre d'acteurs. Mobilia a travaillé avec 7 fédérations, les automobilistes, les réparateurs, l'Union française de l'électricité, les loueurs, etc., pour élaborer 8 grands principes d'un système équilibré et qui peut fonctionner. Donc, on a émis, elle est disponible maintenant sur Internet, mais un fascicule très pédagogique que je vous invite à télécharger pour les décideurs comme pour les législateurs. Sur la question de la réparabilité, pour en venir... Peut-être avant de venir à la réparabilité, on a parlé des données, vous parlez des constructeurs, peut-être qu'ils peuvent dire un petit mot là-dessus, sur la possibilité que l'écosystème soit ouvert à des tiers et... C'est un petit peu ça le message. Je ne sais pas si Volkswagen ou Renault peut répondre là-dessus. Non, moi je vous invite juste là c'est sans doute Mobilize qui pourra mieux parler du sujet et je crois que demain matin, s'il a bien coché la date, oui, je crois que demain matin ça m'intéresse parce que c'est moi qui anime la conférence. Nous aurons un intervenant de Mobilize qui pourra répondre à la question. Il a bien botté en touche. Je ne sais pas si Volkswagen peut parler de son écosystème et de l'approche logicielle et qui pourra se greffer dessus. Ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, la data, c'est clé demain. Donc, pour l'instant, ce qu'on a décidé, puisqu'on est en train de construire dans le cadre de la stratégie, notre stratégie logicielle, pour l'instant, on ouvre les plateformes électriques, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on les propose à d'autres constructeurs ou voire à d'autres acteurs. Avant d'ouvrir la data sur d'autres acteurs, il va falloir qu'on arrive à la maîtriser complètement. On a par exemple un sujet qui est quand même important, c'est le sujet de la recharge. C'est demain qui détient les datas qui viennent de la recharge entre nous, les fabricants de bornes, les énergéticiens. On discute de ça avec EDF par exemple. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes et qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement arrêtés. Rémi, toi qui es en ligne toujours, par rapport à cette notion de données, d'accès, au sein du pôle, il y a aussi des sociétés qui sont dans le logiciel de toute façon, donc j'imagine que ça les intéresse également ce type de débat. Oui, alors au passage, donc merci Monsieur Derville. Donc il y a la PFA également préparé une position sur le sujet. Alors en gros, il faut distinguer les datas selon plusieurs catégories. Il y a celles qui sont liées au fonctionnement en temps réel de la voiture. Et là, du coup, la responsabilité des constructeurs est forcément engagée quand il y a un accident où il y aurait pu y avoir une intrusion. Donc, ce qui aujourd'hui est engagé, c'est d'avoir donc ce qu'on appelle le véhicule étendu, pour lequel les données sont effectivement disponibles sur un serveur. Et ensuite, selon les business models associés, tous les acteurs pourront y accéder. Donc, je pense que par rapport à ce genre de questions, on n'aura pas l'occasion dans ce débat d'aller, je pense, trop loin, mais il faut effectivement mettre à disposition les données qui sont utiles pour tous les secteurs, tout en maintenant un niveau de sécurité pour les
les occupants des voitures. On a, je pense tout à l'heure, parlé aussi de cybersécurité. Il est évident que un constructeur va être, lui, garant du fait que le véhicule en fonctionnement ne puisse pas être hacké par un tiers, quoi. Donc, faut trouver cet équilibre. Je pense que la formule avec le véhicule étendu doit répondre à la quasi-totalité des besoins, mais il y a évidemment place pour le dialogue entre toutes les parties prenantes. Merci. Alors, vous voulez répondre peut-être? Oui, je crois qu'effectivement, il y a place pour un dialogue avec toutes les parties prenantes et c'est vraiment, c'était ça l'objet de mon intervention. Sur la réparabilité. Alors, la réparabilité, justement, là encore, il y a place pour travailler ensemble. Je pense que chaque fois, parce que vous parliez de la responsabilité du constructeur et sur l'aftermarket, chaque fois qu'on intervient sur un véhicule, vous savez, on a la même préoccupation de l'intégrité du véhicule. On ne le remet pas sur la route avant d'avoir entièrement checké tout ça. Ce qui est important, c'est se dire que chaque fois qu'on intervient sur un véhicule, on sert la marque constructeur parce qu'on participe à la satisfaction de son client. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire qu'en fait, il y a une étude qui a été faite par la FIA auprès de plus de 10 000 clients en Europe et qui, à quasi-totalité, à 94%, plébiscite l'idée que le réseau d'entretien, ça doit être un libre choix complet pour l'utilisateur. Alors, on peut en débattre, mais le corollaire de tout ça, c'est vraiment de se demander, mais comment Mobivia ou l'aftermarket peut travailler avec le constructeur pour monter en compétence sur un véhicule qui devient de plus en plus technologique, aussi bien dans l'électronique, qu'on a beaucoup cité, qu'au niveau de le pack batterie et la haute tension. Et là, on a un déficit de compétences. Je crois qu'il n'est pas propre à l'aftermarket, il est propre à l'ensemble de la filière. Et donc, se poser la question de se dire, quand on a des réseaux, par exemple, nous avons un réseau de 2000 points de vente en Europe, comment pouvons-nous travailler ensemble pour mieux appairer nos méthodes, nos outils, nos compétences, pour vraiment donner une réponse à l'utilisateur qui, in fine, a besoin finalement d'une réparabilité tout le long de la vie de son véhicule. C'est un appel que je lance. Merci. Alors Luc Chausson, je sais que la formation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, enfin c'est un point que vous vouliez aborder. Oui, je voulais en toucher un mot parce que on en a parlé il y a quelques minutes. Il est clair qu'on a tous, enfin constructeurs, fournisseurs, aftermarket, on a tous beaucoup de personnes qui travaillent sur des technologies qui sont en train très vite d'être dépassées. Alors nous, on voit cet enjeu sous deux angles. Le premier, c'est l'amont, donc c'est les usines. Le groupe Volkswagen, c'est 700 000 personnes dans le monde, dont une très grande partie travaille dans les usines. Et dans les usines, vous avez des gens qui travaillent et qui ont été formés, qui ont des diplômes pour travailler sur des culasses, sur des moteurs thermiques. Et donc, c'est un vrai enjeu de savoir comment est-ce qu'on va faire évoluer ces populations-là vers l'électrique, l'électronique. On commence à recruter des nouveaux profils, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait des profils existants. Donc, il y a un énorme travail qui est fait par toutes les directions des ressources humaines dans le groupe pour préparer cette vraie révolution, cette vraie mutation. Deuxième aspect, c'est plutôt au niveau aval, c'est-à-dire notre réseau de distribution. Et dans notre réseau de distribution, finalement, on a à peu près la même réflexion. C'est le véhicule électrique, c'est entre 30 et 40% d'entretien, de maintenance de moins qu'un véhicule thermique. Donc, ça veut dire moins d'activité dans nos ateliers, ça veut dire moins de rentabilité, moins de business. Et puis après, en termes de profil, nous, on le voit bien sur les véhicules électriques qui arrivent et qui ont besoin d'avoir de l'entretien. On est tenu de faire des formations qui sont très qualifiantes, qui sont assez complexes. On a encore des gens qui doivent apprendre comment aborder un véhicule électrique, et notamment la batterie. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une partie de cette population qui ne pourra pas suivre. Donc, il y a un vrai enjeu. Et je crois que c'était cité ce matin par l'un de vos intervenants. Il faudra vraiment que tous les gouvernements européens sur les filières de formation professionnelle se penchent sur ce sujet très vite pour qu'on ne prenne pas des jeunes de 16 ans, 18 ans, passer des BEP et des CAP pour après se dire que de toute façon, demain, on ne pourra plus rien en faire. Donc, c'est plus un message que je voulais faire passer, une ouverture, parce qu'il va falloir très vite qu'on bascule sur ces nouvelles technologies.
Merci. On va passer à l'infrastructure. C'est quand même un petit point important pour la voiture électrique. Alors, on avait parlé, Alexandre, de DBT, donc histoire de 30 ans. Vous avez fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps et donc vous êtes devenu un peu plus qu'une PME. On est toujours une PME, mais on est un peu plus qu'une PME industrielle. Effectivement, en 2019, on fait 10 millions de chiffre d'affaires et là, en mars 2021, on a annoncé une levée de fonds de 200 millions d'euros. Ça montre deux, trois choses. Quand on fait 10 millions, qu'on lève 200 millions, c'est que déjà le marché est là. On a annoncé des résultats au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020 de plus 65%. Donc on sent vraiment que le marché est là. Et donc là maintenant, en tant qu'industriel français, on fait face à différents niveaux d'enjeux. On a un premier enjeu industriel de monter en puissance, 65%, il faut les produire. Mais surtout, on parlait tout à l'heure de la pénurie de matières premières. Aujourd'hui, on est obligé de penser, d'anticiper à plus quasiment 18 mois les fournitures de composants qui sont ou pas fabriqués à partir de terres rares. Ça sera un autre sujet. Et puis après, le deuxième sujet sur lequel on travaille, sur un sujet d'internalisation de nos compétences, on a un gros shift de notre bureau d'études plutôt de mécanique électrique vers du développement soft, pour justement maîtriser, être capable donc maîtriser la techno, capable de la faire évoluer plus rapidement. Donc on travaille vraiment sur deux axes au niveau du bureau d'études, sur tout ce qui est fiabilité. J'en parlais tout à l'heure, on a installé les bornes en se disant c'est du matériel électrique, ça va vivre 100 ans. Non, il faut être capable de les maintenir, il faut être capable aussi de former nos intervenants et encore plus d'être capable à distance, depuis notre PC de sécurité, enfin pas PC de sécurité, PC maintenance, de se connecter à distance, d'envoyer des reboots, de redémarrer la borne, de faire des mises à jour. Donc ça, c'est le premier axe au niveau R&D, fiabilité, maintenabilité, aussi réparabilité comme sur les véhicules. Et le deuxième axe, c'est aussi au niveau vitesse et puissance de charge, où avec l'évolution de la taille et de la capacité des batteries, il y a encore quelques années, on parlait de batteries à 25 kWh, maintenant on parle de 75-100 kWh, c'est-à-dire qu'il faut recharger des batteries plus grosses, plus dans le même temps. Donc on a aussi on a annoncé la mise sur le marché à la fin de l'année prochaine d'une nouvelle techno de borne rapide en DC qui ira jusqu'à 350 kW, alors que maintenant on s'arrête au sweet spot actuel de 150 kg, qui est généralement accepté par une grande partie des voitures aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de superchargeurs. Bon, Tesla a montré la voie, les constructeurs allemands s'y sont mis également. Dans le cas de Ionity, on peut en dire un mot, Luc Chausson? Oui, tout à fait, mais de manière beaucoup plus large, en fait. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle l'energy management. Donc, l'energy management, ça veut dire les batteries et la recharge. On a parlé ce matin de souveraineté ou en début d'après-midi. C'est un enjeu qui est majeur. Aujourd'hui, toutes nos batteries étaient encore fabriquées en Asie. Donc, il y a un vrai enjeu de contrôle de la chaîne de valeur par rapport à nos usines. Et en même temps, de toute façon, la capacité de production en Asie n'est pas suffisante pour faire face à la demande qui est très croissante en Europe. Donc, on a pris la décision, enfin, le groupe a pris la décision de construire des gigafactories. Il en a annoncé 6. Il y en a déjà 2 qui sont en chemin. Il y en a une en Suède avec Northvolt et il y en a une autre en Allemagne. Donc, une usine existante qui est transformée pour fabriquer des batteries. Et il y en a 4 autres qui vont être installées en Europe. Je ne sais pas où. C'est en cours de décision. On a parlé de l'Espagne, mais on attend la confirmation. Et puis après, donc une fois qu'on a acquis le savoir-faire pour fabriquer des batteries, la question c'est comment on recharge, puisque c'est un enjeu majeur et tous les clients nous le disent. On l'a vu encore tout à l'heure dans les études, et c'est pour ça que le groupe a participé à un consortium qui s'appelle Ionity, qui a pour objectif donc d'installer des superchargeurs partout en Europe, avec l'ambition, enfin en tout cas l'enjeu d'avoir un superchargeur tous les 150 km. C'est fini en France. En tout cas, la première vague elle est terminée puisqu'on a 80 stations installées. On a 320, 340 superchargeurs en 150 kW. On va passer sur une deuxième phase avec Ionity qui va être annoncée dans les jours qui viennent, avec encore plus de stations et des chargeurs plus puissants, à peu près ce que Tesla est en train de faire. Donc l'énergie management, c'est un sujet important. Et puis on a d'autres choses qui sont en discussion, comme la bidirectionnalité. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux. Comment le réseau électrique tiendra-t-il dans les années qui viennent? Alors c'est peut-être plus facile en France parce qu'on a un réseau qui est très solide et merci EDF pour ça, mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Donc, il faudra qu'on sache aller rechercher un peu l'énergie résiduelle dans les batteries des véhicules à un certain moment de la journée ou de la soirée pour pouvoir les réinjecter dans le réseau. Et là, on revient sur la data qui va gérer tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sur l'énergie qui sont
des enjeux de souveraineté, de contrôle de la valeur, et ça, on y travaille beaucoup. Renaud, Philippe Farge, c'est quoi la stratégie sur la recharge sur l'infrastructure de recharge, on se réjouit du frémissement qu'on constate dans les installations de points de recharge depuis le début de l'année 2021, même si on ne sera pas à l'objectif des 100 000 points de recharge à la fin de l'année 2021. Donc, on se réjouit de ce frémissement. C'est même certain, je crois. Oui. On s'en réjouit parce qu'on considère, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça a été suffisamment dit, que c'est d'une importance majeure pour le développement du véhicule électrique dans le pays et en Europe. Et on a surtout un souci particulier par rapport au réseau de recharge, c'est la qualité du réseau dans tous les sens du terme. Alors, la qualité du produit, ça, on fait confiance à Monsieur Borgholz et à tous ses collègues pour livrer des bornes de recharge de qualité et de plus en plus performantes. Mais il y a un autre souci, c'est la qualité de la maintenance. Le sujet a été un peu abordé au cours depuis le début de la matinée. Et c'est enfin la qualité du réseau, c'est-à-dire la qualité du maillage du territoire par les bornes de recharge. Et ce que Renault appelle de ses voeux, c'est que, alors je crois que ça n'a pas encore eu véritablement lieu, mais c'est que tous les acteurs des infrastructures de recharge se réunissent pour vraiment déterminer les bonnes zones, les bons lieux d'implantation de l'infrastructure de recharge dans le pays. Ah, si toutes les bornes du monde pouvaient se tenir la main. Chez Mobivia, Stéphane Derville, vous mettez des bornes rapides sur vos parkings? Effectivement, si on passe à l'électromobilité, on est bien sûr à fond sur ce sujet. Et bien sûr, on a des parkings ouverts au public, donc on sera en conformité avec la loi LOM, mais on a une ambition qui est plus large que ça. J'en dirai pas beaucoup plus, mais parce qu'on a souligné les partenariats, j'en profite juste pour dire que là, très prochainement, d'ici 2 mois, en partenariat avec DBT, nous ouvrirons ici, sur la métropole lilloise, un hub qui aura 3 fois 150 kW et qui permettra donc d'être une station des plus rapides et des plus puissantes des Hauts-de-France. Et ça montre un peu l'ambition sur laquelle on veut travailler tous ces sujets, parce que nous voulons aussi contribuer, comme vous, à ce maillage territorial en France comme en Europe, grâce aussi à nos implantations sur ce verrou à faire sauter qui est de la recharge du véhicule électrique. Rémi Bastien, l'un des rôles également du pôle Next Move, c'est aussi d'accompagner les collectivités pour les conseiller par rapport à l'implantation aussi de cette infrastructure de charge. Oui, alors dans un pôle de compétitivité, il a trois grands types de membres. Donc il y a des membres industriels, il y a des membres académiques et puis il y a les territoires. Donc le pôle Next Move, lui, est sur 2 régions, l'Île-de-France et la Normandie, ce qui fait qu'il a toute la palette des grandes villes jusqu'au village. Et pour le coup, on est en mesure avec l'ensemble de nos membres d'assurer la connexion entre les territoires qui n'ont pas toujours la connaissance de cette mutation vers l'électrique et de favoriser donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, une bonne couverture du territoire par rapport aux besoins des clients. Donc on est effectivement au service de nos membres pour ça. Je reviens juste peut-être sur un point qui était un peu abordé avant, mais qui est lié à ça. On a commencé à parler un petit peu de compétences. Donc là aussi, je précise que en lien avec la filière, donc la PFA, on monte une initiative en lien avec les campus des métiers et des qualifications pour donc un centre de formation sur ces technologies électriques, avec notamment une partie qui va être essentielle dans le dispositif, qui est la compétence process, si on veut que les technologies qui auront pu être développées par les différentes entreprises puissent vraiment être produites localement dans les différents territoires de France. Donc ça, je pense que c'est aussi une initiative importante qui est donc faite dans le cadre de l'EDEC, en lien avec la filière, les filières connaissent comme la filière électronique. Merci.
Rémi, on arrive à la fin de cette table ronde. Logiquement, le programme après, c'est une interview en ligne avec Jean-Pierre Cornioux, qui est consultant, qui voulait nous parler de la voiture électrique et la force de frappe des constructeurs chinois, parce que c'est pas rien. Du côté de la technique, j'aimerais savoir si on peut faire apparaître Jean-Pierre Cornioux maintenant, parce que les deux sujets sont un petit peu liés quand même. C'est possible de le mettre à l'écran, et auquel cas, s'il est en ligne, on le prend tout de suite, ce qui fait qu'on fait un seul bloc et on fait les réponses, les questions-réponses juste après. Merci de me dire ce qu'il en est. Ça discute derrière. Hein. Bon, parle un petit peu de tes bornes pendant ce temps, la collection printemps-hiver. Enfin, non, Oui, vraiment. Vraiment, avec plaisir, du coup. Nos bornes, en plus d'être conçues, fabriquées dans les Hauts-de-France, elles sont, qu'est-ce qu'elles font? Elles ressortent toutes les voitures. Faire des bornes en maroilles, enfin, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Non, ni couleur maroilles, ni odeur maroilles. Non, dans les nouvelles installations, parce que justement, l'évolution qu'on a vu arriver, c'est quand on regarde les différents appels d'offres qui sont sortis sur les 10 dernières années, on avait un gros focus borne AC, donc borne de 7 à 22 kg, ce qui correspondait pas forcément à l'utilisation. Maintenant, on voit vraiment, je pense que les constructeurs auto s'en réjouiront également, un déplacement vers de plus en plus de bornes d'essai installées, ce qui correspond beaucoup plus aux usages. Et à ce titre, on est ravis d'avoir les produits, mais aussi que les utilisateurs et les acheteurs au sens large de bornes se rendent compte de ce besoin de bornes d'essai, sur lesquelles on a une techno qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, de 25 à 150 kg. Et sinon, en attendant qu'on me réponde, Stéphane Derville, peut-être un mot sur tout ce qui est autre moyen de déplacement électrique, donc les vélos, les trottinettes, enfin chez Noroto, etc. On est témoin de toute cette évolution. Laurent, il est en train de se connecter. On peut prendre une ou deux questions, je pense, de la salle et il se connectera derrière. Alors, une question France et puis après, on prendra les questions Chine. Est-ce qu'il y a des questions France déjà pour commencer? Pas de questions. Ah bon, on a l'air fin maintenant. Ah si, il y a une question. Ah, monsieur, merci de lever la main, si on peut lui amener un micro. On vous écoute. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette passionnante table ronde. Il y a beaucoup de sujets qui ont été traités et c'est effectivement excellent de voir à la fois l'aval et l'amont passer en revue simultanément, c'est rare. Donc j'ai des questions pour l'aval et pour l'amont. Sur la question des batteries, on voit effectivement les constructeurs s'engager dans la création des gigafactories, mais pour moi, ce n'est pas toujours clair s'ils vont fabriquer les cellules ou s'ils vont finalement continuer à les acheter, c'est-à-dire avoir des partenariats avec d'autres entreprises. Et donc, est-ce que la stratégie, c'est de faire du make, ce qui impliquerait des partenariats durables avec les fabricants des cellules, ou est-ce qu'on reste dans un buy, c'est-à-dire qu'on peut switcher en fonction notamment de l'incertitude technologique qui concerne les nouvelles générations des batteries. Donc, si vous pouvez nous éclairer un peu sur cette question-là, jusqu'où vous intégrez la production des batteries dans votre stratégie? Alors, on va déjà répondre à cette question, si ça ne vous ennuie pas. Eh bien, en ce qui concerne Volkswagen, c'est la fabrication totale, c'est-à-dire les cellules et les modules. Donc, on arrêtera d'acheter et c'est pour ça qu'on a passé des accords, comme je le disais, avec Northvolt, par exemple. Et on travaille en même temps avec différentes sociétés en partenariat sur la batterie solide. On a un partenaire américain qui s'appelle QuantumScape. Et donc, on travaille pour que, à l'horizon 4-5 ans, l'intégralité de la chaîne de la valeur de la batterie, elle soit chez nous et qu'on ne dépende plus du tout d'autres fabricants de batteries basés très loin à l'est de l'Europe. Très bien. Pour Renault? Pour Renault, il y a plusieurs réponses. La première, j'ai cité tout à l'heure Envision AESC, pardon. Alors, Envision, c'est clairement on achète les modules de batterie qui seront fabriqués par Envision AESC, mais on essaie de développer une logique de partenariat. Le site sera situé vraiment dans l'empreinte industrielle du site de Renault Douai, et on va essayer de mutualiser les ressources
source, de travailler vraiment dans une vraie logique de partenariat. Il y a Verkor que vous avez cité. Là, l'accord qu'on a pris avec Verkor, c'est d'entrer à hauteur de 20% dans le capital de l'entreprise, de développer et de travailler main dans la main avec Verkor, d'abord pour concevoir et puis ensuite pour fabriquer des batteries de nouvelle génération qui équiperont nos véhicules du segment C et supérieur, sportif, type Alpine. On a toujours notre partenaire historique LG qui va équiper la future Mégane E-Tech électrique. Là, on est dans l'achat de batteries et nous continuons à discuter avec ACC pour entrer au sein du consortium ACC. Très bien. Votre question aval maintenant, si je comprends bien. Alors pour la question aval, je ne suis pas vraiment un expert de l'aval, c'est plutôt mon collègue Bernard Julien qui serre la des mains, qui est l'économiste des garages. Et j'ai travaillé avec la NFA à un certain moment et j'avais vu que les business models des concessionnaires étaient de plus en plus problématiques puisqu'on connaît qu'il y a la subvention croisée entre la vente et la prévente, c'est-à-dire qu'on vend les véhicules plus ou moins à perte et on fait les profits sur la prévente, mais la prévente échappe de plus en plus aux concessionnaires parce que les véhicules sont plus modernes, parce que les parcs vieillissent aussi. Et avec les tournants de l'électrique évoqués, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de trouver un nouveau business model pour les concessionnaires, mais aussi pour des réparateurs qui sont plutôt sur des véhicules récents comme dans les groupes Mobilia? Est-ce qu'il y a un enjeu là de trouver des nouveaux business models ou pas? Il y a évidemment la nécessité de trouver des nouveaux business modèles, que ce soit pour l'aval ou l'amont de la filière. Donc, on n'y échappe pas. Alors, Mobilia est essentiellement un groupe indépendant, donc nous sommes multimarques, donc nous sommes pas dans des rapports avec le constructeur, donc je pourrais pas parler à leur place, mais effectivement, on l'a signalé, à partir du moment où l'entretien et réparation va baisser significativement, on a à la fois besoin d'être le champion de l'entretien-réparation du véhicule électrique, parce que c'est une nécessité pour les clients, et on doit le faire mieux et avec les constructeurs. C'est évident, on a à adresser des véhicules qui seront de plus en plus technologiques, donc il va falloir donner une réponse au client final, ça c'est sûr. On a parlé de l'énergie, on a parlé de la recharge, on a parlé peut-être d'autres filières ou chaînes de valeur sur lesquelles on peut bouger, sur des services, bien sûr, sur de multitudes de services. On peut parler aussi, par exemple, de la chaîne de valeur sur le recyclage des batteries, par exemple. On va en parler tout à l'heure. Enfin, on va en parler demain surtout. Il y a une conférence là-dessus. Par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'il y a aussi d'autres business avec de la mobilité légère, etc. Oui, ce sont aussi des choses que nous explorons. Et je pense que quand on parle d'une batterie, on peut se dire, en fait, la façon de l'économiser, c'est de produire des véhicules qui sont moins demandants en nombre de batteries ou en taille des batteries, c'est comment on travaille la réparation de cette batterie pour la faire durer, et puis c'est aussi comment, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis le début, c'est vraiment comment on participe in fine à ce recyclage de la batterie, et certainement depuis du mobile vers des applications stationnaires. Et c'est vraiment important, quand on met tout ça, d'intégrer amont et aval de la filière et de travailler non seulement la réparabilité des véhicules by design, mais aussi la recyclabilité by design. Merci. On est en ligne donc avec Jean-Pierre Corniot de SIA Consultant. Il va nous parler de la Chine. Ni hao, ça va bien? Bonjour. T'es en Savoie? Oui, très bien, merci Laurent. Oui, je suis en Haute-Savoie, oui. Il est en Haute-Savoie. On voyage drôlement là, avec cette conférence, moi je trouve. Alors la Chine, on va en parler parce qu'effectivement, c'est un compétiteur redoutable. D'aucuns disent d'ailleurs qu'avec la fin du moteur thermique et le développement de l'électrique de masse, on ouvre en grand les portes de la Chine et que voilà. Cela étant dit, on voit bien que c'est un effort qui est fait depuis des années et des années avec le soutien des autorités chinoises. Bien, tout à fait. J'ai écrit un petit livre, minute de publicité là, sur l'histoire de l'automobile chinoise, parce que c'était un sujet absolument pas traité dans une perspective historique,
Alors que la Chine a vraiment engagé depuis le début des années 2000 un plan colossal pour atteindre et conserver la suprématie dans la transformation du marché automobile. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les Chinois n'étaient pas du tout performants en moteur thermique conventionnel et qu'ils ont pris conscience que face aux problèmes de pollution urbaine, les véhicules électriques qui n'émettent pas de particules et de CO2 en ville étaient une très bonne réponse stratégique à leurs problèmes de mobilité. Ils ont donc engagé un chantier tout à fait considérable qui les a conduits à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on a beaucoup parlé des batteries, mais aujourd'hui, les plus grands fabricants mondiaux de batteries sont CATL, qui représente près de 50% du marché chinois, et BYD. Et autour de ces constructeurs de batteries, ils ont développé un écosystème très performant, car chacun sait que le problème de la batterie, c'est pas simplement de la fabriquer, mais c'est de la gérer. Et le Battery Management System, le BMS, est un élément absolument crucial de la performance de la batterie. Or, vous savez que les Chinois sont d'excellents électroniciens, excellents développeurs de logiciels, et ils ont un écosystème très performant avec des sociétés comme Huawei, que tout le monde connaît, ou Baidu, qui est moins connu, mais extrêmement avancé sur le plan technologique. Et de fait, depuis quelques années, ces grandes compagnies informatiques, les constructeurs automobiles installés, comme SAIC ou BAIC, et les nouveaux venus comme BYD, se sont tous engagés dans une course technologique tout à fait considérable, soutenue par le pouvoir central, mais également par les provinces et les villes, qui sont des acteurs clés de la construction automobile en Chine. Et de fait, il y a un écosystème extraordinairement dynamique. Là où on peut, en Occident, aligner un Tesla, il y a une dizaine de startups qui se prétendent des baby Tesla avec beaucoup de performance. On est donc face à un système qui fait de l'électromobilité, et pas simplement pour les voitures individuelles, mais aussi pour les bus, parce que vous savez que BYD et Yutong sont de la tête et des épaules les leaders mondiaux des bus électriques, et évidemment tout ce qu'on connaît en matière de vélo, de tout ce qui roule dans les villes. Alors Jean-Pierre, tu parles de BYD, il y a 10 ans, ils étaient encore simplement des fabricants de batteries pour smartphones. On a vu récemment des nouveaux venus qui sont Foxconn, le sous-traitant qui fait l'iPhone en Chine, mais aussi Xiaomi, qui est numéro 2 mondial des smartphones aujourd'hui, et qui se lancent dans le véhicule électrique, qui veulent faire des véhicules connectés et autonomes également. Absolument. Alors, l'exemple de Foxconn est intéressant parce que Foxconn, c'est un industriel. Et Foxconn vient de dévoiler une plateforme pour véhicules électriques qui mettent à disposition du marché en disant si vous voulez fabriquer une voiture électrique, venez chez nous, on a tous les composants. Les moteurs, la base roulante, tout ce qui est liaison sol, toute l'électronique embarquée, et on peut vous aider à fabriquer des voitures électriques de nouvelle génération. Quant à BYD, BYD vient d'annoncer tout récemment, puisque c'était il y a quelques jours, la possibilité de mettre en place des véhicules dans quelques années avec 1000 km d'autonomie et surtout une recharge rapide de quelques minutes pour obtenir au moins 100 km d'autonomie. On a un petit problème. On a même des visiteurs, c'est assez extraordinaire. Bon, vous savez pas quoi, je crois qu'on va s'en tenir là parce qu'on a déjà abordé pas mal le sujet. On n'a pas trop le temps de prendre les questions, mais il y a la pause pour ça, il y a le dîner de gala ce soir, il y a encore demain, et puis sinon, vous l'aurez écrirez. Merci à vous, messieurs, c'était très intéressant. Merci Laurent, merci à vos intervenants. Quelques infos pratiques à vous partager.
Je vous invite à vous inscrire durant la pause aux visites qui démarrent demain midi, juste après le fil. Les visites de sites industriels, vous pouvez remplir les listings qui sont à l'accueil. Deuxièmement, vous avez un questionnaire de satisfaction sur vos tables. N'hésitez pas à le remplir et à le déposer à la sortie de la salle. Enfin, vous dire que juste derrière le programme, c'est qu'on va avoir 1 heure d'atelier, donc on va se diviser en 2 groupes. Le premier atelier est dédié plutôt au réseau, impact sur le réseau de bornes de recharge, réseau électrique, etc., avec notre partenaire EDF. Donc, vous avez des représentants d'EDF, d'Enedis qui seront là. Ça va se passer ici, dans cette salle. Donc, si vous voulez assister à l'atelier A, il faudra revenir ici après la pause. Voilà, si vous voulez plus parler de réseau, de bornes de recharge, etc. Et puis, côté atelier B, donc il faudra aller en salle Deauville. Donc, il va y avoir un fléchage, mais je serai là aussi pour vous attendre, pour emmener le groupe. Ce sera avec moi. Et donc, on va parler de transformation des compétences, comment assurer la transformation des compétences pour accompagner les différentes transitions avec des représentants de Noroto, Plastic Omnium, Transalé et puis Olivier Véra qui nous montrera une étude sur les compétences de l'industrie de demain. Voilà, donc 15 minutes de pause et puis s'il vous plaît, on démarre les ateliers à l'heure. Donc, je ne sais pas, là, il est, regardez, 16h30. À 16h45 ici pour l'atelier A, 16h45 salle Deauville pour l'atelier B. Et à 17h45, retour ici pour une présentation, une conférence de Jim Crosby, qui est le président de Toyota Motor Manufacturing France, qui vous parlera manufacturing, puisque les transitions ont un impact aussi sur le manufacturing. On verra comment ça se passe chez Toyota. Voilà, merci à tous, à tout à l'heure et bonne pause.